recevoir le président de la République, c'est toujours la Constitution. Le président reçoit les rapports, il regarde l'identification de la majorité et le président nomme le Premier ministre selon son pouvoir discrétionnaire conformément à la Constitution. Le Premier ministre nommé ne peut pas entrer en fonction si le Parlement n'a pas donné son quitus. Regardez par exemple, au Sénégal, le président est élu aujourd'hui, un jour après, 2 jours après, il passe directement à la nomination du Premier ministre. Qui nous a dit que les hommes intelligents sont seulement au sein de la majorité parlementaire, sont seulement parmi les politiciens? Même au niveau de la société civile, on peut trouver un oiseau rare qui peut bien former le gouvernement, qui peut bien faire le travail. Mais vous allez remarquer avec moi que le président est toujours avec les deux mains liées qui bloquent même l'avancement de la chose publique. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes obligés de soulever tous ces problèmes-là. Moi, je vous parle comme ancien informateur, j'ai connu de sérieux problèmes. Et dès que le président nomme le Premier ministre, le gouvernement doit avoir le quitus du Parlement. Comment est-ce que le Parlement peut donner son aval sur le gouvernement si les députés ne sont pas proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle? Il y a un problème qui se pose. Maintenant, les sénateurs, ce sont les élus au second degré, l'émanation des députés provinciaux. Et les députés provinciaux aussi ont les mêmes problèmes que les députés nationaux et vont recourir au niveau des cours d'appel pour régler leurs contentieux aussi. Tout ça, c'est une façon d'alourdir la machine. Et moi, je peux demander aux uns aux autres, aux gens qui ont choisi les injures comme mode d'expression, d'avancer les arguments. Ça ne sert à rien d'embrouiller notre population avec les mensonges. Puis ce que nous disons là, c'est pour sauver notre population. Et n'oubliez pas, en 2006, nous, l'UDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'UDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'UDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires que non, sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint les seuils. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les sérieux possibles.
au lieu de chercher des midi à 14h, manipuler la population. Non, nous sommes des légalistes, nous sommes des respectueux de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Il faut arriver au pouvoir. Nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigée là où tout le monde connaît. Mais en tant qu'élu, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. À cet effet, l'élu de Moamba a même annoncé qu'il entamera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation sur les biens fondés de la mise à jour de cette loi fondamentale de la République. On sait très bien que notre pays, la RDC, est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux. La réalité est que le Congo n'a pas d'armée. 6 mois plus tard, est-ce que vous maintenez ce diagnostic ? Mais c'est la réalité que nous vivons et nous les sentons de l'intérieur quand nous sommes au Congo. Notre pays est un pays qui souffre et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance. Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite, à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. On se souvient que suite à ces propos, vous avez eu des démêlés avec la justice congolaise fin avril. Le procureur général près la Cour de cassation avait demandé à un procureur de Kinshasa d'ouvrir un dossier judiciaire à votre encontre pour des propos séditieux. C'est sans doute en référence à peut-être ces déclarations ou d'autres du même acabit. Le clergé de Kinshasa avait affirmé que c'était honteux. Vous aviez ensuite rencontré le 16 mai le président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que ces poursuites judiciaires sont toujours en cours ou est-ce que le malentendu est derrière vous? Mais je ne saurais pas répondre au nom de la justice, mais de mon point de vue, j'ai lu ce document qui a circulé sur le réseau comme tout le monde, mais je n'avais jamais reçu une convocation depuis la sortie de ces documents pour me demander d'aller me justifier devant qui que ce soit. Je sais seulement que quelques temps après que ces documents aient été publiés sur le réseau, j'avais demandé et obtenu de rencontrer les chefs de l'État parce que ça faisait beaucoup de bruit autour de cette publication. Et il m'a reçu, nous avons parlé avec lui pendant presque 2 heures. Et là, je le remercie pour ça. Et cette rencontre avait permis de clarifier beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, à la sortie de cette rencontre, il y avait beaucoup de choses qui relevaient de malentendus. Moi, je crois que s'il y avait une meilleure communication, peut-être il y a beaucoup de choses qui auraient été clarifiées. Ça, c'est de mon point de vue. Depuis lors, on n'a plus jamais entendu de ce dossier du procureur. Mais est-ce que la justice, ils ont éteint le dossier? Il n'appartient pas à moi de le dire. C'était une accusation politique, en raison de votre franc-parler. Ah, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il n'y a pas eu un contenu concret pour un dossier de cette nature. Et est-ce que, quand vous avez vu le président Tshisekedi, c'était donc le 16 mai à Kinshasa, vous lui avez parlé de cette armée inexistante, de la mauvaise gouvernance, de la gabegie? Est-ce qu'il vous a donné des réponses en vous disant oui, je sais, ou ignore-t-il les réalités que vous décrivez? Non, je crois que sur beaucoup de plans, nos analyses, comme les analyses du chef de l'État, se rejoignent. Lui aussi s'est plaint de certaines choses, comme nous.
Et naturellement, la question c'est quelles sont les énergies qu'on peut mettre ensemble pour endiguer tous ces aspects qui tirent notre pays vers le bas. Et c'est là justement de cette rencontre et d'autres rencontres qui ont suivi, il y a nécessité que le peuple congolais puisse se retrouver et de conjuguer leurs efforts pour relever les grands défis qui remettent en question leur existence commune. Alors, dans une interview au Figaro, journal français, le président Tshisekedi vous avez reproché d'avoir dit que le Congo armait les miliciens Hutus du FDLR et se faisant de vous le propagandiste du Rwanda. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, je n'ai pas de réponse à donner à ça. J'ai suivi aussi cette déclaration. Mais je crois que depuis notre dernier entretien avec le chef de l'État, cette question ne se pose plus. Alors, on a parlé du Rwanda. On voit que les tensions continuent de monter entre le président Tshisekedi et le président Kagame, les armées respectives. Est-ce que vous craignez une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Est-ce qu'on y va tout droit? Nous craignons pour la paix dans la sous-région. Parce que, comme vous le savez, je suis ici à Paris, c'est pour un congrès sur comment imaginer la paix pour le monde et particulièrement pour la sous-région. Nous, en tant qu'Église au Congo, nous travaillons non pas pour envoyer les gens faire la guerre, mais nous travaillons pour l'émergence d'un climat de paix et de convivialité pour tout le peuple qui habite la sous-région des Grands Lacs. En commençant d'abord par le peuple congolais qui souffre. Pour le moment, c'est le peuple qui souffre plus que les autres. Alors, quand devant cet effort que nous faisons, nous parlons avec nos confrères qui sont au Rwanda, au Burundi, notre souci, c'est de rapprocher le peuple, de rapprocher le point de vue. Mais si en face de nous, les dirigeants politiques, ceux qui ont la règne du pouvoir en main, ne parlent que de la guerre, faire la guerre, ça nous inquiète. C'est ce qu'ils font. Et effectivement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et la conséquence, c'est de milliers de déplacés. C'est de milliers de morts dans la sous-région, notamment au Congo. Alors face à une situation pareille, nous disons, la solution pour que la paix puisse revenir chez nous dans la sous-région, ce n'est pas de préparer la guerre, mais nous devons préparer la paix. Alors justement, dans l'Est, les autorités congolaises ont recours à des milices volontaires, les Wazalendo comme on les appelle, à des groupes de sécurité occidentaux. Ça vous inquiète de voir cette prolifération de forces, y compris des forces irrégulières sur le territoire congolais? Mais tout le problème, c'est le contrôle sur tous ces groupes armés qui sont là. Que ce soit des groupes armés qui sont sous le contrôle du gouvernement ou d'autres qui ne sont pas toujours sur son contrôle. Mais le problème, ces gens ont des armes. Les armes circulent. Et ça crée une poche d'insécurité généralisée. Et nous craignons même si sur politique, le Congo et le Rwanda parviennent à un accord. Mais tout ce groupe là-bas, qui va les contrôler? Donc pour nous, c'est quand même un sujet d'inquiétude. À cela se greffe le retrait de la force de l'ONU, la MONUSCO, qui est en cours. Est-ce que c'est une bonne chose? Le gouvernement congolais dit enfin, c'est important. Le Rwanda, évidemment, le demande depuis longtemps. Est-ce que ça vous inquiète que ces casques bleus s'en aillent dans un tel contexte d'insécurité? Ce serait une erreur de précipiter le départ de la MONUSCO dans le contexte actuel. Nous savons que la MONUSCO s'est désengagée du Sud Kivu avec une rapidité qui nous a un peu surpris. Mais le Nord Kivu et l'Ituri sont dans une situation humanitaire telle que le désengagement de la MONUSCO risquerait d'exposer de milliers de personnes qui n'auraient plus d'assistance humanitaire. Rien que
reconsidérer son calendrier de retrait. Est-ce que la communauté internationale fait assez pour la RDC? Nous avons l'impression que non. La communauté internationale pourrait faire davantage. Et la guerre qui sévit actuellement à l'est de notre pays, il suffirait, je dirais, de la part de la communauté internationale d'une vraie volonté et on mettrait fin à ces conflits que nous sommes en train de vivre depuis 30 ans. Je pense que la communauté internationale peut faire davantage. Dernière question, est-ce que vous pensez que les prochains mois seront décisifs pour savoir en effet si c'est la paix ou la guerre qui va prendre le dessus? C'est vraiment le moment décisif en ce moment. Pour nous, actuellement, comme Église, nous prions et nous encourageons les dirigeants de la sous-région à prendre au sérieux le contexte actuel, qui est quand même un contexte de dialogue. Le processus qui se fait actuellement à Luanda, sous la guidance du président Lorenzo, nous appuyons, nous soutenons cet effort. Mais ça doit être un dialogue vrai, sincère, où on pose les vrais problèmes pour que le moment où on trouvera un accord, que ce soit vraiment une base pour un nouvel avenir pour la sous-région. Un vivre ensemble qui s'appuie sur un socle solide. Merci beaucoup, Cardinal Fridolin Ambongo, d'être venu sur le plateau de France 24 répondre à nos questions. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.